Merci beaucoup pour cette introduction. Merci infiniment pour l'invitation. Je dois dire que le sujet est extrêmement passionnant et je vois que tout le programme de Campus pour la démocratie est magnifique. Donc, je suis très honorée de pouvoir participer à cette soirée. Merci pour l'invitation. Je me suis laissée un peu inspirée par le sujet de ce soir sur participation et inclusion. Et du coup, au-delà du projet Demoscan, qui va être quand même le centre de ma présentation, j'aimerais aussi discuter un peu du point de vue de ma recherche sur la théorie de la démocratie, de pourquoi et comment la démocratie est liée à l'inclusion, et de à quel point l'idéal d'inclusion est réalisé en Suisse, de manière qui peut nous donner de nouvelles idées sur comment peut-être améliorer, suivant ce que Jean-François Steyer était en train de dire avant. Et puis, je passerai au projet Demoscan, qui est un projet de recherche dirigé par le professeur Nenad Stojanovic à l'Université de Genève et dont le premier pilote a eu lieu en novembre de l'année dernière, il y a bientôt une année à Sion. La première question qu'on peut se poser, c'est bon, qu'est-ce que c'est que la démocratie? On sait que c'est un concept qui est extrêmement contesté, que ça peut vouloir dire plein de choses, que ça peut aussi être quelque chose pour lequel de nombreux pays, de nombreuses communautés se battent et qu'elles veulent obtenir. Une manière assez simple de démarrer à réfléchir à ça, c'est de prendre la définition, l'étymologie de démocratie, qui vient donc du grec ancien, démos et kratos, le pouvoir du peuple. Et ça pose tout de suite des questions, surtout quand on réfléchit au lien à l'inclusion. Première question, qui doit faire partie du peuple dans un système démocratique? Deuxième question, quel pouvoir est-ce que ce peuple doit avoir dans un système démocratique? Prenons la première question, qui doit faire partie du peuple? Il y a un problème qui se pose dans la théorie de la démocratie qui est qu'on ne peut pas décider de manière démocratique qui doit faire partie du peuple. Parce que pour ça, il faudrait avoir déjà défini un peuple d'une manière démocratique qu'on ne peut pas avoir. Et du coup, certaines personnes disent, bon, ben, peu importe la communauté qu'on sélectionne, elle devra être considérée démocratique et elle pourra fonctionner d'une manière démocratique ensuite. Malheureusement, cette perspective ignore certains problèmes politiques qu'on a eu par le passé et ne permet pas de comprendre quel était le problème, par exemple, avec une situation d'apartheid en Afrique du Sud, où certes, il y avait des processus démocratiques mis en place, mais mis seulement à la disposition d'une petite partie de l'ensemble de la communauté, ou plus proche de nous, les mouvements féministes en Suisse qui ont mené à l'extension du droit de vote au suffrage féminin dans les années 1970, mais qui avait commencé bien avant, qui était vraiment une revendication de la démocratie requiert que les femmes puissent aussi participer à la politique pour que le système soit démocratique. Qui doit faire partie du peuple? Une réponse plus convaincante que la première que je vous ai donnée, qui dit que peu importe la définition, ce sera bien, c'est de dire que l'autorité politique est légitime, donc on est dans un système démocratique, si toutes les personnes affectées par ou sujettes aux lois et aux politiques sont incluses dans cette définition du peuple. Il y a évidemment toutes sortes de débats sur est-ce que c'est plutôt affecté ou est-ce que c'est plutôt sujet, que je vais vous épargner ce soir. Mais l'idée, c'est que la démocratie requiert d'avoir une forme d'inclusion assez grande qui permet d'inclure toutes ces personnes affectées ou sujettes aux lois politiques pour que ces lois soient démocratiquement légitimes, que ce ne soit pas une petite partie qui impose ces lois au reste. Dans la pratique, dans la plupart des systèmes politiques qu'on appelle des démocraties, c'est réalisé par la notion de citoyenneté, qui est définie évidemment de toutes sortes de manières différentes, qui inclut certaines personnes, qui en exclut d'autres, selon par exemple l'âge, la compétence, l'origine, etc. Avec cette définition générale d'inclusion, on peut ensuite se demander qu'est-ce que ça veut dire être inclus dans un système démocratique. Est-ce que c'est comme sur ce dessin, nous aimerions vous inclure, mais sans vous laisser affecter la décision que nous allons prendre à la fin? Évidemment pas. Dans l'idéal démocratique, l'idée c'est que toutes les personnes qui sont incluses ont un mot à dire dans les processus de prise de décision collective, ou en tout cas ont la possibilité d'avoir leur mot à dire dans ces processus de prise de décision. Et pas seulement un mot à dire, mais aussi la capacité d'être entendu. Donc pas facilement éjectable comme mot, que ce soit vraiment pris en compte. Plus concrètement, ce que ça veut dire en général, c'est deux choses. D'une part, la participation. Donc, les personnes qui sont incluses doivent pouvoir participer elles-mêmes au processus de prise de décision collective. Mais ça passe aussi par la représentation. Ces personnes peuvent sélectionner
d'autres gens ou savoir supporter certains groupes qui vont ensuite représenter leurs intérêts, leurs inquiétudes, leurs préférences dans les processus de prise de décision. Et pour mettre ça en œuvre, en général, ce qu'on a, c'est des droits politiques, qui sont des droits formels, qui incluent beaucoup de choses. D'une part, le vote, donc la décision, droit de vote dans les élections, droit de vote dans les votations, mais aussi toutes sortes de droits qui permettent d'exprimer de la voix, d'exprimer des préférences particulières, comme la liberté d'expression, par exemple. En plus de ces droits formels, il faut aussi des opportunités réelles, donc donner les conditions pour que les gens puissent se servir de ces droits formels, qui passent en général par des protections, par exemple pour éviter qu'une personne se sente forcée de voter d'une certaine manière par son chef ou par sa famille, et aussi des manières d'éduquer les personnes de sorte à ce qu'elles puissent réfléchir à quelles sont leurs opinions politiques et pourquoi voter d'une certaine manière ou d'une autre, ou pourquoi s'exprimer d'une certaine manière ou d'une autre, et comment s'exprimer. Donc, très brièvement, l'idéal qu'on a d'inclusion dans une démocratie, c'est cette inclusion démocratique. Tous ceux qui sont affectés, concernés, sujets aux lois, doivent pouvoir participer d'une manière qui leur permet d'être acteurs dans ces démocraties. Et c'est vraiment l'idéal vers lequel on doit tendre. Et comme il a été dit avant, c'est un idéal qui est très difficile à réaliser, mais vers lequel tout système démocratique devrait essayer de s'orienter. Maintenant, comment est-ce que cet idéal général est traduit en pratique en Suisse? Et ici, j'aimerais juste faire un très bref tour d'horizon. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Suisse, on a des droits politiques qui sont très étendus par rapport aux autres systèmes démocratiques, au sens où tous les citoyennes et toutes les citoyennes et tous les citoyens ont le droit de vote non seulement dans les élections, mais aussi dans les votations. Donc, on peut aussi s'exprimer sur des politiques publiques particulières ou sur des projets de loi ou des lois particulières. En plus de ça, une partie des citoyens et des citoyennes, donc des groupes en général, des minorités citoyennes, ont des droits formels de proposer des choses, d'avoir une voix, de faire des propositions de choses qui vont être soumises à des votations populaires à travers l'initiative populaire et les référendums facultatifs. Maintenant, évidemment, il y a des limites dans la manière dans laquelle ces droits sont mis en œuvre. Il y a évidemment des problèmes d'inclusion formelle, au sens où pas toutes les personnes qui sont affectées et soumises, sujettes aux lois et aux prises de décision collectives ont des droits politiques. Évidemment, on peut penser aux étrangères et étrangers résidents qui forment une grande partie de la population en Suisse. On peut penser aux jeunes également. Évidemment, ces limites sont au niveau national. Je sais qu'au niveau communaux et cantonaux, il y a beaucoup de divergences. Même dans certains cantons, les jeunes de 16 ans sont inclus, par exemple à Glaris. Mais il y a des limites à l'inclusion formelle de donner des droits à certaines personnes. Il y a aussi une utilisation inégale des droits et des opportunités. Au point de vue du vote, et ça a été noté déjà par M. Jean-François Steyert, il y a des taux de participation qui sont généralement bas en Suisse, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce qui veut dire que les intérêts des personnes qui ne prennent pas part au vote ont moins de chances d'être représentées, d'être inclus dans les processus de prise de décision collective. Et on peut aussi regarder ça en fonction de groupes. Il y a des groupes de la population qui tendent à participer moins, à la fois dans les votations et dans les élections, comme les femmes, les jeunes, les personnes peu diplômées en général, les personnes à bas revenus également, les personnes qui ne s'intéressent pas à la politique. Il y a aussi des utilisations inégales des processus qui permettent d'avoir de la voix, de promouvoir certaines perspectives, certaines lois, de soumettre certains sujets sur l'agenda politique, au sens où les initiatives et les référendums sont en général demandés par des groupes qui sont organisés, qui sont déjà influents, comme des partis, des groupes d'intérêt, des syndicats, etc. Et c'est très rarement les citoyennes et les citoyens eux-mêmes et elles-mêmes qui s'emparent de ces instruments pour avoir de la voix dans le système démocratique. Il y a beaucoup de causes à ça, mais deux que j'aimerais mentionner, c'est d'une part le manque d'information. Il y a une étude de Voto de mars de l'année dernière qui a mis en évidence que 30% des votantes et des votants suisses considèrent que les votations sont trop confuses ou trop compliquées à comprendre et que c'est une raison pour laquelle ces personnes préfèrent ne pas voter. Il y a aussi
un manque d'informations ou en tout cas une inégalité dans la provision d'informations parce que les campagnes politiques sont en général inégales. Il y a des groupes avec différentes sortes de moyens qui peuvent plus ou moins mettre leurs arguments à disposition de la population. Et il y a aussi, même si ce n'est pas un problème récurrent en Suisse, mais c'est un problème auquel on doit faire attention, des tentatives de désinformation de la part de certains partisans, certaines personnes impliquées dans ces campagnes. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'en Suisse, on est très concentré sur le vote et un peu moins sur la voix, surtout quand il en va des citoyennes et des citoyens. Il y a peu d'espace formel de discussion ou de délibération entre les citoyens qui permettrait à des personnes du peuple, des personnes normales, de contribuer, des citoyens ordinaires, de contribuer de manière à mettre en avant leurs idées dans les processus de prise de décision. Ce qui veut dire aussi que pour les représentantes et les représentants, il y a peu d'informations sur la signification des votes. Pourquoi une personne vote d'une certaine manière? C'est une information qu'on n'a pas et qui peut ensuite manquer quand il en vient à faire des politiques publiques qui reflètent les intérêts, qui reflètent cette inclusion des intérêts et des opinions des citoyennes et des citoyens. Donc, on ne peut pas parler de crise de la démocratie en Suisse, même s'il y a des désaccords, mais il y a un potentiel d'amélioration et surtout pour limiter les inégalités d'inclusion. Et c'est là que je crois que le processus que j'aimerais vous présenter, donc le projet Demoscan, a un certain potentiel. Donc, comme je disais au début, un projet dirigé à l'Université de Genève par le professeur Nenad Stojanovic, auquel je suis associée avec toute une équipe. En très bref, ce que le projet a voulu faire, c'est utiliser le tirage au sort pour permettre un espace de délibération entre citoyennes et citoyens sur un sujet soumis à votation, une initiative dans ce cas, afin de produire un rapport visant à informer les autres votantes et les autres votants. Donc les citoyens et les citoyennes participant à ce forum ont eux-mêmes produit un rapport pour informer le reste de la population sur le sujet d'une initiative. Ça a été la première expérience de tirage au sort d'assemblée citoyenne en Suisse en novembre 2019, donc l'année dernière à Sion. Et le projet Demoscan a repris un processus très structuré développé en Oregon, aux États-Unis, qui est un État qui utilise aussi beaucoup la démocratie directe, qui est développé par l'association Healthy Democracy et qu'on a adapté vraiment à la ville de Sion. Il y a 3 étapes principales. La première, c'est ce tirage au sort. Et l'objectif est de tirer au sort un mini-public, donc une mini-version du public large qui représente toutes les catégories sociales et toute la diversité de la société. Ensuite, de les faire se rencontrer pendant ces 4 jours dans ce processus délibératif où ils vont apprendre plus de choses sur l'initiative qui est soumise à discussion et permettre de rédiger le rapport. Et ensuite, dans un 3e temps, ce rapport est envoyé à tous les votants, toutes les votantes et tous les votants de la communauté plus large. Comment ça s'est passé plus concrètement? Alors, la première étape, c'était la sélection des participants et des participantes qui a débuté en août où la ville de Sion, qui avait donné son support, son soutien pour la menée de ce projet en mars, a sélectionné de manière complètement aléatoire 2000 des citoyennes et citoyennes de la ville, donc à peu près 10% de la population, pour leur envoyer une invitation à participer au processus, c'est-à-dire à participer au 2e tirage au sort pour éventuellement faire partie du panel citoyen. D'ici à septembre, il y a 10% des personnes qui ont reçu une invitation, donc 205 citoyennes et citoyens qui ont répondu positivement, qui étaient intéressés à faire partie du panel. Et en septembre, on a fait une cérémonie publique de tirage au sort où 20 citoyennes et citoyens ont été sélectionnés pour faire partie du panel citoyen. Donc, créé avec une sélection aléatoire mais stratifiée qui permet de faire en sorte que le mini-public, le panel créé, corresponde à la société au sens large en termes de genre, d'âge, d'éducation, de participation politique et de positionnement politique. Juste pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, ce tirage au sort stratifié, dans la population
général de la ville de Sion, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. De manière intéressante, il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui ont répondu positivement à l'invitation à participer au panel citoyen, ce qui contraste avec la plus faible participation des femmes en général dans les votations en particulier. Et donc, le panel a aussi reflété cette petite inégalité en sélectionnant 11 femmes et 9 hommes. Il en va de même pour l'âge, où on a essayé, malgré les différences de préparation ou d'acceptation de notre invitation, on voit que le groupe entre 50 et 64 ans était beaucoup plus prêt à participer que les autres groupes d'âge. On a essayé de rebalancer ça afin de représenter vraiment chaque catégorie d'âge au sein du panel. Une chose très importante, c'est que pour éviter les biais de l'autosélection et vraiment encourager, donner une réelle opportunité aux personnes qui voulaient participer de le faire, il y a un dédommagement qui a été offert à toutes les participantes et tous les participants qui correspond à peu près au salaire qu'on donne aux personnes qui s'engagent dans le service de milice, donc 500 francs pour les 4 journées de participation au panel. Et les repas et la garde d'enfants, éventuellement, si besoin, étaient également offerts, de sorte à enlever les possibles raisons de ne pas participer pour toutes les personnes qui le voulaient. En octobre, le sujet des votations de février 2020 a été annoncé, donc on a pu sélectionner le sujet et on a sélectionné l'initiative populaire davantage de logements abordables, aussi parce qu'elle avait un assez haut niveau de complexité et qu'on pensait que ce serait utile d'avoir des informations en plus proposées par ce panel. Et on a commencé à préparer vraiment le panel, l'organisation, le déroulement, la documentation qu'on allait donner aux participants et inviter les expertes et experts et les représentants des campagnes du oui et du non à venir répondre, en fait, assister le panel pour la préparation de leur rapport. Le panel a eu lieu les 16, 17 et 23, 24 novembre l'année dernière dans un local offert par la ville de Sion, qui, comme vous le voyez, était une chapelle. Donc, c'était un lieu assez intéressant pour avoir ce genre de débat démocratique. Et les panélistes ont reçu 2 tâches. La première, de s'informer et de délibérer sur l'initiative. Et la deuxième, de rédiger collectivement un rapport contenant les informations clés qu'ils jugent essentielles pour pouvoir prendre une décision sur l'initiative et les arguments principaux pour et contre que eux jugeaient les plus importants. Le rapport a donné ça sur 2 pages, une page recto verso. Sur le côté gauche, vous pouvez voir les informations générales que les panélistes ont sélectionnées qui jugeaient eux essentielles pour prendre une décision. Et sur le côté droit, vous avez la page avec d'un côté les arguments pour l'initiative avec une explication de pourquoi ces arguments sont particulièrement pertinents pour prendre une décision et les arguments contre l'initiative avec la même explication. Si jamais vous pouvez trouver le rapport sur le site demoscan.ch si vous voulez avoir un coup d'œil un peu plus détaillé. Le processus délibératif était vraiment structuré, donc il y avait toutes des étapes à suivre qui toutes visaient à promouvoir l'inclusion au sens de promouvoir un dialogue entre égaux au sein du panel, respectueux et promouvoir l'écoute. Et l'idée était vraiment d'inviter les participantes et les participants à se mettre dans une position d'apprentissage. Donc, pas de défendre leur opinion, pas de proposer ou de s'arranger avec les autres pour avoir une certaine décision, mais vraiment d'apprendre des choses sur l'initiative populaire en question. Avec le challenge particulier de devoir quand même à la fin prendre des décisions ensemble, se mettre d'accord sur le résultat final, donc sur le rapport citoyen qui allait être distribué à tout le monde. Il y a eu un mélange de sessions plénières, en particulier les sessions avec les expertes et les experts, avec les partisans du oui et du non, pour le développement et la rédaction du rapport, et pour avoir une certaine transparence à l'égard de la ville de Sion et de sa population dans son ensemble, toutes les séances plénières étaient diffusées en direct sur YouTube. Il y avait aussi beaucoup de sessions en petits groupes, avec à chaque fois des modérateurs ou des modératrices, pour s'assurer que tout le monde puisse prendre la parole et que les débats restent concentrés sur le sujet. Pour vous donner une idée, donc il y avait 4 jours
Le premier jour était un jour d'orientation, de formation à la manière dont on allait délibérer, à la manière dont on allait se comporter dans ce processus, à savoir comment poser des questions d'une manière qui soit utile, qui permet d'identifier les informations les plus utiles, et quelques premières présentations d'un expert général et des plaidoyers des deux camps. Le deuxième jour, c'était un jour de questions. Donc, les participantes et les participants ont préparé leurs questions à poser à deux panels d'experts et d'expertes pendant toute la journée. Le troisième jour et le quatrième jour, c'était vraiment concentré sur la rédaction du rapport. Donc, le troisième jour, c'était très centré sur les éléments d'information qui étaient essentiels selon les participants pour prendre une décision sur l'initiative. Et le quatrième jour était plus concentré sur les arguments pour et contre. Et à la fin, on a eu un rapport. Comme je vous ai dit, c'était très structuré, donc il y a vraiment des étapes avec différents moments de vote pour sélectionner quels arguments allaient entrer sur le rapport, lesquels allaient rester dehors, etc. Le panel a eu lieu, les participants étaient très contents. En sortant de là, on a eu du plaisir vraiment à participer tous ensemble à ce projet. Après le panel, ce qui s'est passé, c'est que le rapport a été envoyé à toutes les votantes et tous les votants de la ville de Sion, en parallèle de la brochure qu'on reçoit tous en Suisse de la chancellerie fédérale. Et le 9 février, il y a eu une votation dont la majorité a rejeté l'initiative populaire en question à 57,1% des voix. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le panel, nos panélistes étaient arrivés à peu près au même résultat. Alors, il n'y avait pas de mention du résultat au sein du panel sur le rapport, mais on a fait un petit test à l'interne et 57,9% de nos participants avaient également rejeté l'initiative. On ne peut pas vraiment le lier au projet des Moscanes, mais le taux de participation à Sion était légèrement plus élevé qu'ailleurs en Valais et en Suisse et que dans la moyenne. Donc peut-être que certaines personnes se sont senties plus impliquées. Maintenant, pour vous donner une petite idée des résultats un peu plus scientifiques, parce qu'il y a eu plusieurs étapes de sondage avant, pendant et après le processus. Le public, en général, a trouvé que le rapport lui-même était informatif, qu'il était utile, informatif et satisfaisant, qu'il y avait des informations satisfaisantes à l'intérieur. Moyennement, donc ce n'était pas le plus informatif peut-être, mais il y a eu une appréciation de la part des votantes et des votants de la ville de Sion. Et ce qui est plus intéressant, c'est que le rapport a apparemment été jugé utile juste en dessous de la brochure officielle. Donc, il a été jugé plus utile que les campagnes du oui, les campagnes du non ou d'autres manières de diffuser de l'information. Donc, il semble y avoir quelque chose d'intéressant dans l'idée de permettre aux citoyens et aux citoyennes eux-mêmes de produire des informations pour d'autres citoyennes et citoyens. Maintenant, quand on parle des participants eux-mêmes, je vous ai dit, c'était un beau moment, même si moi j'étais observatrice dans le processus, mais il y a eu une assez grande satisfaction avec l'ensemble du processus. Donc sur une échelle de 1 à 5, les participantes et les participants ont donné une moyenne de 4,63 et de 4,68 quand il en venait de leur capacité ou leur impression d'avoir appris suffisamment pour prendre une décision éclairée sur l'initiative. Il y a eu aussi des notes moyennes qui ont été données sur différents aspects du processus et on peut voir qu'en particulier, les participantes et les participants étaient satisfaits de l'impartialité de l'approche pour l'examen le plus objectif. Donc, ils n'ont pas jugé qu'il y avait des distorsions dans la présentation des différentes perspectives et qu'ils trouvaient que le respect des autres panélistes pour leur opinion était valorisé aussi. Donc, cette idée qu'avoir des processus structurés qui permettent la délibération et l'inclusion au sein de ce groupe sont valorisés par, en tout cas, les participants à ce panel. En conclusion, est-ce qu'un projet comme Demoscan étend les opportunités d'inclusion? J'avais peur d'être un peu au-delà de mon temps, mais si on me laisse encore 2 minutes, je vais juste présenter ça. Je pense que les avantages de Demoscan en termes d'inclusion sont que grâce à la sélection aléatoire, on peut inclure des personnes qui participent en général moins et leur donner une invitation formelle à participer à un processus politique.
donc grâce au tirage au sort. On peut faciliter l'accès à l'information, à la fois pour les participants qui sont dans cet espace privilégié où on les assiste dans leur accès à l'information et on leur donne des possibilités de débattre qui sont peut-être plus meneuses à l'apprentissage que d'autres, que ce qu'on trouve en général, mais aussi pour les votants d'offrir une nouvelle perspective, une nouvelle source d'information qui est peut-être plus facile à comprendre, en tout cas qui s'engage peut-être plus avec leur perspective. Et enfin, ça crée des opportunités, pas seulement de vote, mais cet aspect de délibération entre les citoyens, donc d'inclure les citoyennes et citoyens dans la politique, mais d'une autre manière, donc pas voter, pas être dans des débats politiques contradictoires, mais faire de la politique au sens de s'informer pour gagner une meilleure opinion sur quelque chose. Et enfin, l'aspect d'apprentissage non seulement du contenu de l'initiative, mais aussi l'apprentissage d'une manière de débattre en politique entre égaux, dans un certain contexte qu'on espère peut aussi continuer d'être mis en place par ces personnes et leur entourage par la suite. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me réjouis de la suite de la discussion.